Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour la très grosse vidéo de cette semaine, eh bien je vais vous passer en revue toute la gamme du jeu de SF le plus controversé de l'univers. Je veux parler de Polaris que voici avec sa première édition, donc c'était chez Halloween Concept et c'était normalement, si je ne me trompe pas, en 97. Voilà, c'est cela. Ah, Polaris, Polaris. Beaucoup en parlent, peu, on va dire, ont quelque peu, je dirais, la possibilité réelle d'en parler dans la mesure où il faut vraiment y avoir joué pour savoir à quel point c'est à la fois le meilleur et le pire des jeux. Eh ben moi, je vais avoir le droit, comment dire, de justement pouvoir en parler dans la mesure où j'y ai joué, enfin, je l'ai maîtrisé, et uniquement maîtrisé d'ailleurs. Je n'ai pas été joueur à Polaris. Et on va dire qu'à chaque fois, bah, voilà, j'avais énormément d'envie de faire découvrir cet univers parce qu'on a affaire vraiment à un univers de SF qui est vraiment génial. Ça, sur ce point, il n'y a pas de problème. Mais alors, quand on se met au système de jeu, déjà en tant que MJ, et puis après que, bah, d'une certaine manière, on met les joueurs face au système de jeu, déjà à travers sa création de personnages. C'est pour ça que généralement, j'ai zappé ce genre de problème en faisant moi-même les créations de perso. Hein, faut quand même, voilà, faut quand même être gentil avec ses joueurs. Voilà, je préfère à la limite presque leur faire une séance de création de personnages Rollmaster plutôt que de leur faire créer des persos à Polaris. C'est pour vous dire. Et quand on voit, comment dire, que on a quand même un système de résolution qui n'est pas compliqué, hein, c'est un système tout simplement à D20 pourcentage et D20 après pour les éditions suivantes. Ah ben, franchement, je me dis que tout ce qui a été rajouté en termes de volonté, en tout cas, d'être simulationniste par rapport, on va dire, à un univers sous-marin, donc voilà, avec les problèmes de la pression, les problèmes évidemment du milieu aquatique, etc., etc. À la limite, c'est bien parce que on se veut simulationniste et on veut être assez précis on veut remontrer une réalité qui est différente de la nôtre et qui ça permet de faire comprendre, on va dire par ces mécaniques, par ces règles, ces aides de jeu, enfin tout ce que vous voulez, qu'on a vraiment affaire à un univers particulier. Mais trop c'est trop quoi. À un moment, il faut, je pense, savoir, on va dire, mettre un peu d'eau dans son vin ou alors relativiser et à opter pour une plus grande jouabilité afin de permettre justement de découvrir cet univers génial qui est celui de Polaris. Parce que voilà, Polaris c'est vraiment c'est du space opéra sous la mer. On est bien d'accord et du bon space opéra. On a vraiment quelque chose de très bien écrit, de très bien pensé, avec des factions, avec des vraies motivations, avec des vrais événements, des vraies choses qui se passent, l'univers comment dire qui évolue au fil des éditions. Et ça c'est génial. Ça, c'est franchement, voilà, moi, Polaris, j'ai toujours été subjugué par, on va dire, la qualité et la richesse, l'originalité de son univers. Voilà, on nous propose ça donc dans les années, deuxième partie des années 90. Moi, je trouve que voilà, ça reste Polaris, un des jeux les plus originaux de sa catégorie SF, qui pourtant n'est pas une catégorie extrêmement porteuse hein, par rapport au Medfan on va dire, ou aux contemporains. Voilà, la SF a toujours été un peu le parent pauvre, hein, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, voilà, la SF c'est vraiment un truc de, comment pourrait-on dire, de spécialiste. Et justement, le système prouve qu'on a affaire vraiment à un jeu de spécialiste, malheureusement, parce que bah là, on a quand même une belle usine à gaz en termes de système de jeu, alors que pourtant le système de résolution est simple comme bonjour, et c'est quand même plutôt dommage. Voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler, vous passer comment dire, en revue toute cette gamme. Donc de la première, deuxième, je vais les passer en même temps parce qu'il y a très très peu de, on va dire, de différence au niveau des suppléments. Ils se sont suivis quasiment de manière assez logique. Donc c'est un peu compliqué de les dissocier. Et par contre, je passerai évidemment en revue la troisième édition qui est paru chez BBE, qui avait fait l'objet d'une grosse souscription, qui a été très en retard, qui a eu au moins, je crois, c'est 5 ans de retard. Enfin, ils ont été en fait financés en même temps que Pavillon Noir, et donc du coup, moi j'ai financé Pavillon Noir, je m'en suis mordu les doigts, mais bon, heureusement, à la réception, j'étais quand même plutôt satisfait de la qualité des ouvrages, mais bon, on avait 6 ans dans la vue. Et techniquement, voilà, la troisième édition, j'avais pas souscrit, donc j'ai acheté les suppléments au fur et à mesure. Et à la limite, j'étais plutôt voilà,
satisfait malgré tout. Hein. La gamme de la troisième édition est très très bonne. Par contre, je n'ai pas la 3.5, hein, celle qui a été faite à l'occasion d'une souscription internationale où donc Polaris a été traduit en anglais et fait vraiment l'objet d'un nouvel habillage, même si c'était le même jeu, hein, c'était la troisième édition, mais voilà, avec revu et corrigé sur pas mal de petits aspects hein, techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, c'est pas le but du tout de la chose. Le but c'est de vous donner envie de jouer à un jeu qui a un système, on va dire, aussi improbable et étouffant, voire même, on va dire, abominable que celui de Polaris, devrais-je dire. Mais voilà, vous savez qu'il y a une édition 3.5 qui existe aussi en français avec donc surtout une couverture alternative et plein de petites choses qui ont changé à l'intérieur. Mais sinon, globalement, ça reste le même par rapport à ce que je vais vous présenter pour la troisième édition. Voilà. Donc, nous avons le grand privilège, en cette année 97, voilà, bonne année, que 97... voilà, j'avais 20 ans, comme disait l'autre. Encore toutes mes dents, ou à peu près. Ah non, j'avais déjà plus toutes mes dents. Mince. C'est triste. Et donc voilà, sort ceci, donc un livre chez donc une maison d'édition qui venait juste d'apparaître, on va dire, pour ça, qui en dehors d'ailleurs de Polaris a aussi édité donc la première édition, enfin la deuxième édition de Warhammer, mais je disais la première impression la deuxième édition de Warhammer quelques années plus tard. Et donc voilà, Halloween Concept, c'est derrière, donc on a Philippe Tessier, qui est vraiment un grand auteur, un grand traducteur aussi encore aujourd'hui, voilà, qui donc commet un jeu de SF. Alors, cette première édition est quand même on va dire, fait un peu, vraiment c'est celle qui fait le plus peur. Donc on a affaire à un bouquin qui doit faire dans les 190 pages à peu près. Donc voilà, c'était à l'époque pour 199 francs, comme dirait notre ami Pierre. Voilà, avec donc sur la fin les cartes sous-marines, voilà, qui étaient en noir et blanc, malheureusement. Donc ça sera, on va dire, revu et corrigé dans les éditions précédentes, dans les éditions postérieures, pardon. Les différentes feuilles de personnages. Voilà, alors la feuille de personnage, la voici, donc avec son système, comme je le disais, à pourcentage. Avec un système de création de personnages extrêmement, on va dire, touffu, devrais-je dire. Et ce qui va me permettre, avant de parler justement de cette première édition, de vous résumer un petit peu l'univers. Quoi on joue? On dit voilà, univers sous-marin, oui. Nous sommes donc, pour ce qui est en tout cas en 566 si je ne m'abuse, voilà, et donc dans la deuxième édition on va jusqu'en 569, à savoir que évidemment les événements récents entre 566 et 569 sont racontés, comment dire, dans la trilogie de romans qui a été écrite justement par Philippe Tessier également, que je ne vous montre pas là parce que ils sont rangés ailleurs que dans la bibliothèque. Ils sont rangés dans la bibliothèque de romans et pas dans la bibliothèque de jeux de rôle. Et oui, il y a une certaine logique quand même. Hein, bon. Et donc, on ne sait pas en fait, du moins on l'imagine, mais des conditions évidemment écologiques catastrophiques, montée des eaux, fonte donc des glaciers, pollution, etc., ont obligé donc la population humaine à se réfugier sous l'eau. Ils l'ont pu justement grâce à une technologie qui leur a été donnée par des gens bien sympathiques qu'on appelle donc les généticiens, qui ont créé donc un empire sous-marin où ils étaient évidemment les maîtres du jeu, si je puis dire, c'est même le cas de le dire, jusqu'à ce que donc 150 ans après, on va dire, une certaine oppression sous-marine, il soit renversé donc par une sorte de révolution à l'initiative donc de ce qu'on appelle l'Alliance Azur, qui est en fait une alliance de pas mal de nations sous-marines qui se sont liguées justement pour les renverser. Suite au renversement donc, de l'empire des généticiens, dans le sang évidemment, mais bon, l'univers connaît entre guillemets un âge d'or, donc de 150 ans, jusqu'à ce que, à partir des années 150, des communautés, on va dire, assez étranges, donc qu'on appelle les foreurs, commencent à attaquer un petit peu partout. Et la race humaine, comment dire, se doit donc de faire face justement à ces foreurs qui concrètement viennent les mettre en péril.
Ce qui donne donc la dislocation en 250 de l'Alliance Azur et la mise en place, on va dire, d'une autre structure dans la guerre, mais ça va prendre un peu de temps, ça va prendre encore en plus 150 ans, puisque donc une communauté donc qui s'appelait Ateras au départ va, grâce à la découverte on va dire, de vestiges de la civilisation des généticiens justement, devenir l'hégémonie et donc créer une société patriarcale, élitiste, eugéniste, voilà, où la femme concrètement est utilisée uniquement pour la procréation, dans la mesure où j'ai oublié de le dire, mais en plus de la guerre, évidemment, les humains sont de plus en plus touchés par ce qu'on appelle donc une sorte de maladie, donc la maladie de la stérilité. Donc l'humanité se retrouve vraiment au fond de l'eau, stérile, en train purement et simplement d'être vouée à disparaître. Et donc là, eux, ils découvrent évidemment des vieilles technologies qui leur permettent d'asseoir leur suprématie, hégémonie, suprématie militaire, donc de créer des navires avec des blindages et des technologies de propulsion extrêmement performantes, et aussi évidemment de combattre efficacement la stérilité en faisant on va dire des femmes qui elles sont on va dire capables de procréer, évidemment des usines à procréer justement de manière on va dire industrielle. Et on entre vraiment là dans la partie vraiment totalitaire, horrifique, si je puis dire, enfin en tout cas abominable de la chose, c'est qu'on a vraiment affaire à une humanité qui veut survivre et qui donc fait tout pour survivre, et même les choses, on va dire, les plus abominables qui soient. Donc évidemment, des forces viennent s'opposer à eux, en particulier donc le fameux culte du Trident, plus donc d'autres nations qui vont naître, la République de Corail, la Ligue Rouge. Voilà, donc chacune évidemment a une identité quelque peu géographique hein, par rapport à ça. Donc l'hégémonie, c'est plutôt comment dire au niveau du nord des États-Unis. La Ligue Rouge, c'est plutôt on va dire l'Amérique du Sud. La République de Corail s'est tournée autour donc, de la Grande Barrière de Corail, donc autour de l'Australie, qui est d'ailleurs je vous montrerai dans les suppléments, vraiment comment dire, nation extrêmement intéressante au niveau de la manière dont ils ont pensé la chose, à partir donc, de ces fameux coraux, on va dire, sentients, c'est des coraux donc, conscients, qui sont en osmose, on va dire, avec justement les individus et qui font ça permet de faire des implants et tout. J'ai trouvé ça extrêmement génial. D'ailleurs, c'est ce que joue ma femme dans Polaris. Elle joue une agent, on va dire, de la République de Corail. Et c'est plutôt, je trouve, voilà, c'est vraiment des idées qui sont, comme je vous dis, d'une très très grande originalité. Voilà. Et donc la guerre on arrive à quelque peu à son paroxysme et on arrive à quelque peu à caler les choses au niveau comment dire des différentes nations, dans la mesure où le culte du trident oblige justement à la création d'équinoxe. Alors que je vous montre, voilà, équinoxe, un magnifique D8 qui est en fait une station qui est là en fait pour servir de, un octaèdre, hein, tout simplement. Donc voilà, la station a vraiment une forme de D8. Et ça permet en fait de créer un point central de diplomatie pour permettre à toutes les nations de pouvoir échanger et d'éviter techniquement les conflits sous, on va dire, comment dire, l'hégémonie, c'est ce qu'elle veut dire, enfin, sous la houlette, si je puis dire, sous l'égide du culte du trident qui lui, justement, maîtrise une force particulière. C'est la force, on va dire, du jeu Polaris. Hein. On est vraiment dans du Star Wars un peu, mais Star Wars sous l'eau, qui est donc justement cette force Polaris qui leur a permis de remettre toutes les nations, comment dire, à niveau en utilisant, on va dire, les forces naturelles, les animaux sous-marins plus, on va dire, les courants marins. Et donc, voilà, les batailles, enfin, les belligérants, comment dire, sont un peu rentrés chez eux la queue basse, si je puis dire. Donc, on arrive à une situation un petit peu plus, on va dire, réglée en 566. Sauf qu'il y a de nouvelles, on va dire, nations qui vont naître durant cette période, donc celles qui sont comptées justement dans la deuxième édition, que sont donc justement l'Union méditerranéenne qui va rentrer dans le jeu, ainsi que donc d'autres nations que sont donc Amazonia et Rhodia. Voilà, c'est les nations les plus importantes, plus on va dire
Donc l'Union méditerranéenne, c'est autour de la Méditerranée. À chaque fois, évidemment, une nation arrive à se développer grâce à la redécouverte d'une vieille technologie des généticiens. C'est généralement ce qui les propulse, on va dire, au devant de la scène. C'est qu'ils découvrent des vieilles technologies qui leur permettent, on va dire, de peser sur le plan international. Et l'Alliance polaire, qui elle, est très mystérieuse. Dit-on que voilà, il y a un immense jardin, une immense caverne, on va dire, sous la calotte polaire, où un primarque extrêmement mystérieux régit, comment dire, une société grâce, par l'intermédiaire, on va dire, de machines, d'androïdes. Pareil, excellente idée. Et donc, dit-on, plus ou moins proche de l'hégémonie. Enfin bon, en fait, toutes les nations bossent pour leur peau, hein, faut quand même le reconnaître. Hein, c'est chacun pour sa gueule dans un monde comme ceci. J'oublie d'ailleurs une faction extrêmement importante que sont celles des pirates, justement, qui est elle-même. Donc on pouvait, on va dire, développer pour un jeu comme celui-ci des pirates de manière vraiment très classique. Et ben non, on a quelque chose de vraiment très très sympathique. Ils ont un vrai secret, les pirates. Ils sont vraiment là pour. Ils ont une très bonne raison de faire les choses. Je ne vous dévoile pas le secret, vous le verrez par vous-même. Mais sachez en tout cas que les pirates ne sont pas que juste des pirates. Ils ont vraiment, on va dire déjà toute une société très bien organisée, en dehors du code. Voilà, ils ont des lois et ils ont également un objectif très clair, très précis dans l'univers de Polaris qui en fait vraiment une faction extrêmement importante. Voilà, ceci est dit. Donc ça, c'est pour l'univers de jeu. Donc vous pouvez voir qu'on a vraiment affaire à quelque chose d'extrêmement riche, intéressant et qui donne lieu, comment dire, à énormément d'interactions. On peut quasiment tout faire, hein, sauf qu'évidemment il faudra l'adapter au milieu sous-marin. Donc voilà, on peut, en termes de propositions ludiques, souvent les joueurs sont plus ou moins des agents, des mercenaires d'une faction, essayent de tirer, on va dire, leur épingle du jeu en faisant des missions pour telle ou telle nation, pour telle ou telle, on va dire, organisation, faction ou autre chose. Donc vous pouvez voir qu'on a quand même la possibilité vraiment d'être dans le jeu à mission, même dans le jeu à gestion. On peut leur donner leur petite communauté à gérer. Voilà, j'en ai connu moi qui faisaient carrément, ils ont tout fait, comment dire, pour essayer de découvrir justement une vieille cache et d'exploiter cette technologie qu'ils ont réussi à découvrir pour justement se créer leur propre petite nation et essayer, on va dire, ensuite de la gérer et de peser sur le plan international. Ça, je l'ai vu, mais moi pas en tant que, mais j'ai entendu, comment dire, des amis proches, comment dire, jouer de cette manière. Donc d'une certaine, tout est justifiable, on va dire, en termes de proposition, en tout cas narrative, dans Polaris. L'important, c'est de trouver celle qui est la plus intéressante pour vous. Donc voilà, la première édition, comme je le disais, euh, un livre donc de 190 pages environ, avec des illustrations toutes en noir et blanc, mais qui, pour la plupart, comment dire, tiennent bien. Donc vous avez la description de toute, justement, l'historique que je viens de vous dire, plus la description de toutes les factions, donc l'hégémonie, la Ligue Rouge, l'Alliance Polaire, la République de Corail, vous voyez, avec leurs implants coralliens, faut dire bien, le culte du trident, l'univers sous-marin, donc on vous décrit les spécificités de l'univers sous-marin, voilà, comment vivre sous l'eau justement, la religion, donc le fait d'être stérile, la promiscuité, les espaces donc extrêmement réduits, voilà, la visibilité dans l'eau, les problèmes dus à la pression. Bon, évidemment, de base, les gens ils sont quelque peu habitués. Voilà, quelques petites données quand même sur la surface, parce qu'il existe des choses. Il y a eu assez tardivement dans la gamme justement un supplément sur la surface pour savoir qu'est-ce qui se passe si on va à la surface. La création de personnages, donc création de personnages qui a l'air comme ça pas trop compliqué. Mais finalement, dans la première édition, elle est un peu lourdingue, mais ça peut encore passer. Dans la deuxième édition, ça devient vraiment, on va dire, assez abominable, dans la mesure où, concrètement, vous faites plan de carrière en fait par plan de carrière, au niveau de la création. Et donc, dans ce plan de carrière, vous avez des événements qui peuvent se produire à chaque année dans votre carrière. Et il y a certaines carrières, évidemment, qui sont plus prisées que d'autres, et qui, on va dire, sont plus du coup dangereuses et qui font que à certains moments vous pouvez mourir pendant la création de personnages. C'est un truc que j'ai jamais compris, ça, c'est pourquoi un designer de jeu écrit des règles où le personnage peut mourir pendant la création.
très sincèrement, j'ai un truc qui bug assez souvent sur ce genre de choses. Bon, je sais pas, vous en jugerez vous-même, donc voilà, tout a recommencé. Ah bah j'ai essayé de créer mon perso, ah bah non, bah en fait il est mort avant, ah, il est mort. Donc voilà, avec la description donc de tout le système de jeu, les talents, les, comment ça s'appelle, l'équipement. Alors là, il y a un gros chapitre équipement évidemment sur l'équipement sous-marin, dont en particulier les navires, les archétypes. Voilà, donc on a plein d'archétypes qui sont, voilà, par exemple le prêtre du Trident justement, avec son inhibiteur, ça vaut peut-être mieux pour lui. Et donc un scénario à la fin. Voilà, un scénario très classique hein, de course-poursuite que je pense beaucoup ont dû jouer. À savoir qu'il y a énormément de scénarios Polaris qui existent. Donc là, on avait vraiment une première mouture qui concrètement était quand même un peu difficile comment dire, à jouer. Il fallait quand même bien digérer la chose. Mais on avait, on va dire, toutes les bases de l'univers qui nous étaient proposées à l'intérieur de cette première édition. Donc la deuxième édition. Alors la deuxième édition, comme vous pouvez le voir en plus, je l'ai en 2 exemplaires. Pourquoi ? Parce que j'avais racheté le bouquin, parce que la couverture était une véritable horreur. Alors que ceux d'ailleurs, en commentaire, me disent s'ils ont réussi à garder intacte la couverture de leur Polaris deuxième édition. Je sais pas comment ils ont fait, s'ils l'ont fait, parce que moi j'ai pas réussi. Donc j'ai redécoupé, j'ai refait une couverture, voilà en plus avec une protection, parce que c'est une des seules fois quasiment où je fais ce genre de choses pour un de mes bouquins que je possède, et croyez-moi ça m'a fait mal au cœur, pour pas dire plus. Voilà, avec les rabats où donc il y avait les drapeaux justement des différentes nations qui étaient plutôt bien vus, et une carte justement du monde sous-marin, pareil que j'ai gardé. Voilà. Donc j'ai refait toute la couve en refotocopiant donc la couverture qui était pourtant extrêmement jolie, c'est dommage. Et donc là on a affaire vraiment à du lourd, à du dur pour cette deuxième édition qui est sortie pas très longtemps après. La deuxième édition, donc là, je vous dis la première c'était en 97, alors la deuxième elle est sortie donc en 98, quoi, quasiment fin de l'année suivante. Alors que pourtant il y avait eu pas mal de suppléments qui étaient sortis pour la première édition. Il y en avait eu quand même un certain nombre, dirait Jean-Claude. Voilà, que je vous présenterai justement après. Je les ai quasiment tous. Il y a peut-être juste l'écran, d'après ce que j'ai vu, l'écran de la première édition que je n'ai pas. Faut dire, il était assez moche. Donc c'est pas grave. L'écran de la deuxième le rattrape largement. Donc là, on a vraiment un univers encore plus décrit, plus fourni, avec donc les 4 années supplémentaires qui sont intégrées dans le background pour nous mettre en 569. Et ça c'est pour le mieux, parce que on arrive vraiment dans une période où là il y a de l'action, il y a du mouvement, il se passe des trucs. Donc celles-ci, comme je vous le disais, sont décrites dans les 3 romans, donc la directive Exetir et plein d'autres, les titres ensuite je ne m'en souviens plus. Donc on a une description plus complète de l'univers sur la première partie, voilà, et on a une deuxième partie donc uniquement avec le système de création de personnages qui lui est donc beaucoup plus touffu, donc vous voyez avec les différentes années, et par exemple justement le fameux commando sous-marin, voilà, en fonction des années, vous pouvez comment dire, avoir une chance de crever pendant votre création de perso, ce qui est quand même assez... bon, faut vraiment pas avoir de bol, on est bien d'accord, mais techniquement dans les règles c'est possible, vous pouvez mourir. Voilà, donc les différentes types de personnages que vous pouvez jouer au niveau des professions, donc voilà, vous avez agent, barman, commando sous-marin, contrebandier, cultivateur éleveur, diplomate, hybride du trident. Donc oui, il y a plusieurs types d'hybrides. Il y a des hybrides, on va dire, génétiques, voilà, donc des créatures, enfin des humains, comment dire, qui ont été génétiquement modifiés pour vivre dans le milieu sous-marin. Et il y en a qui ont été aussi faits par l'hégémonie, et donc les hybrides version hégémonienne sont plus dus à une technologie un peu plus invasive avec des implants, alors que là c'est plus on va dire une transformation génétique. Mineur, pilote de chasseur sous-marin, pirate, prostituée. Ah bon, prostituée? Ah si, la prostituée, si, je vous jure. Soldat milicien, soldat de surface, soldat souterrain, technicien, veilleur, techno-hybride. Donc voilà, c'est le fameux techno-hybride qui est vraiment très très moche.
Et voilà, après on a encore la description des talents, il y en a plein, hein, il y a énormément de compétences hein, de capacités spéciales. Le système de jeu, où donc là on est encore sur un système, le système à pourcentage, ça devient un système sous D20 à partir de la troisième édition. Et je trouve d'ailleurs qu'il est beaucoup plus facile à utiliser. Franchement, c'est ça qui m'a fait donner envie justement de refaire du Polaris, c'est que le système de résolution de la troisième édition était quand même beaucoup plus facile à prendre en main. Et si après on excluait quelque peu les différentes, les différentes règles un peu lourdingues, un peu est un euphémisme, eh ben, on arrivait quand même à faire quelque chose. Donc après encore, la description donc dans le système de jeu d'à peu près tout, hein, les blessures, les problèmes de profondeur, de machin, de visu, bon ça voilà, il y en a pléthore. Le chapitre sur l'équipement, aussi extrêmement touffu, donc avec les navires, les véhicules, les systèmes de survie, voilà, il y en a des pages et des pages. C'est ça qui est un petit peu peut-être indigeste quand même on va dire à intégrer quand même. Les ordinateurs, les programmes, tout est prévu, les armes aussi. Alors avec évidemment la course on va dire à l'armement et à l'échalote surtout. Les véhicules, voilà, les différents véhicules. Et au niveau de la quatrième partie, donc description des monstres et des créatures. Voilà, avec toujours je trouve que les illustrations, même si elles sont en noir et blanc, sont plutôt réussies hein, pour la plupart. Voilà. Et on a affaire à un autre scénario, donc l'ombre d'Osiris, qui est lié, on va dire, à une autre faction nouvelle, d'ailleurs développée dans la deuxième édition. Celui-là, je l'ai fait jouer. Et c'était, voilà, je vais dire, enfin, je l'ai un peu adapté, mais je l'ai fait jouer. Et bah, globalement, les gens se sont amusés. Hein. C'est juste que, comme je vous dis, le système de jeu est vraiment très lourdingue par certains aspects. Et moi je trouve que voilà, on peut très largement, en utilisant uniquement le système de résolution, donc voilà, les caracs, les compétences, surtout dans la troisième édition, s'en sortir très largement en restant juste vraisemblable après, sans pour autant appliquer les règles, on va dire, de palier de décompression, ceci, cela, qui font perdre un temps fou, même si c'est dans on va dire, le réalisme et la simulation. Alors l'écran justement de la deuxième édition qui lui est beaucoup plus beau, voilà, vous pourrez en juger vous-même. Alors je me viens de m'apercevoir que j'en avais deux, je ne sais pas pourquoi j'en ai deux, et, mais bon j'en ai deux. J'ai dû peut-être, je sais pas, racheter un lot à une certaine époque, avec un supplément scénario qui est un peu plus gros que le supplément scénario de la première édition. C'était un supplément de 6 pages je crois avec un scénario. Là on a quand même un scénario de 22 pages beaucoup plus touffu, qui s'appelle donc La Rune de Sévérance. Voilà, thématique exploration de ruines. Damned. Quand même, attraper la crève par la chaleur qu'il fait, c'est quand même assez abominable. Donc on a déjà les ruines de Sévérance qui nous sont décrites, et après donc oui, le spectre des abysses c'est le scénario. Les ruines de Sévérance c'est juste normalement un lieu, comment dire, d'aventure. Et il y a une simple partie de chasse aussi. Oui, en fait, il y avait 3 scénarios à l'intérieur. J'avais oublié. Ça remonte à loin, il faut dire. Voilà. Donc c'est un lieu scénario pour le premier, la ruine de Sévérance. Le spectre des abysses, on avait plus à faire un vrai scénario, oui. Et donc une simple partie de chasse, pareil. Plus un scénario, justement, poursuite endiablée, si je puis dire. Voilà. Donc, 3 scénarios quand même dans le supplément de l'écran. C'était plutôt pas mal. D'ailleurs, scénario, donc Benoît Atinost, quand même, Julien Blondel, qui a beaucoup participé hein, sur la gamme, justement. Des noms connus, et Philippe Tessier. Alors, pour ce qui est de la gamme de la première édition. Alors, dans plus ou moins l'ordre, donc le guide des profondeurs année 566, donc ça c'est un supplément pour la première édition, où donc on a affaire à un bouquin de 80 pages qui décrit tout simplement toutes les nations de A à Z, petites nations, moyennes nations, sachant que les grosses nations, elles, font l'objet évidemment d'un supplément à part. Et donc on a ce format-là, donc une quart de page à chaque fois où on nous décrit donc la fameuse cité. Et on nous décrit aussi donc les cités principales évidemment qui font partie des grandes puissances. Voilà. Mais donc ça c'est pas mal on va dire en cours de jeu si jamais ils accostent dans telle ou telle cité. Vous avez juste voilà par ordre alphabétique. Ça c'est quand même pratique avec une BD en fait qui commence aussi
le supplément, ça, je ne m'en souvenais plus. Et donc, un guide plutôt utile. Damned. Alors le supplément sur les pirates, justement, dont je vous parlais. Donc là, on a affaire à un supplément de à peu près 80 pages, où on nous décrit justement la société pirate. Comment, là, c'est vraiment si vous voulez jouer optique pirate, justement, dans Polaris. C'est ce petit supplément-là qu'il fallait acquérir, en tout cas, c'était pour la première édition. Oui, celui-ci est par fin de l'année 97. Et donc, ça vous révélait déjà en plus les secrets aussi au niveau de l'univers, au niveau des pirates. Voilà. Enfin non, ça ne vous révélait pas les secrets, mais il y avait l'essentiel pour pouvoir les jouer en tant que joueur, parce qu'il y avait un petit supplément dossier confidentiel pirate, où justement là on nous révélait plus les différents secrets et différentes petites choses. Donc là c'était un petit supplément qui valait soit 59 francs, où donc on avait voilà, pour le maître du jeu là la description des secrets. Donc il fallait techniquement avoir les deux pour pouvoir faire une campagne complète sur la thématique des pirates dans Polaris, qui était vraiment une proposition de jeu très intéressante. Equinox, le guide complet de la cité justement neutre de l'univers de Polaris. Donc là on a affaire à un supplément de 110 pages environ. Donc là on nous décrit toute la cité. C'est un lieu de jeu en lui-même. Equinox, on peut faire énormément de parties. D'ailleurs, s'y trompe pas, dans la deuxième édition, le premier scénario commence sur Equinox, si mes souvenirs sont bons. Et il y a pas mal de scénarios qui commencent à Equinox, puisque c'est un peu justement le point central de la, on va dire, de la politique, du commerce, des échanges dans l'univers de Polaris. Donc voilà, tout savoir, vraiment description niveau par niveau, faut quand même le reconnaître, avec plein de PNJ, plein d'idées, ça fourmille, franchement, à savoir que ils verront bien quand même que c'est un supplément qui est extrêmement intéressant pour débuter, puisqu'il sera intégré directement dans la troisième édition, dans le livre de base. Voilà. Le kit de survie. Alors, celui-ci est paru en 98, Equinox c'était en 98 aussi. Le kit de survie c'est un supplément de règles qui lui c'est un catalogue de matériel surtout, voilà, divers et variés. Ils le disent comme vraiment supplément de règles, c'est supplément technique. Voilà. Comment survivre? Voilà, acheter mon matériel tout simplement. Donc ce qui est bien c'est qu'au moins on a les illustrations en plus des caractères techniques, donc ça c'est quand même plus intéressant que dans le livre de base. En fait là les suppléments par rapport on va dire à la première édition que je vous ai montré, voilà, ces deux choses là après vont quasiment être intégrées dans le livre de base, pas ce qui est dans le supplément pirate. Voilà. Et au niveau du guide des profondeurs il va être aussi quasiment intégré dans le livre de base, même de la deuxième édition. Donc là dans la première édition on a un livre qui était beaucoup plus réduit, mais qui va s'étoffer, on va dire, au fil du temps avec ces petits suppléments, et après, ces informations-là vont être progressivement intégrées justement dans le livre de base de la deuxième, et vraiment pour avoir un livre après de la troisième édition beaucoup plus étoffé, ce qui n'empêchera pas d'avoir des suppléments extrêmement étoffés eux aussi. Voilà, donc guide de survie, le kit de survie, plein de matos avec leurs illustrations, tout simplement. Il n'y a pas vraiment à dire beaucoup plus à ce niveau. Alors, ensuite, le suivant, comme dirait Jacques Brel. Donc, le guide sur l'hégémonie, évidemment incontournable. Donc là, on a un supplément donc, de 125 pages qui nous décrit cette terrible nation qui est probablement le principal ennemi aussi bien de tout le monde dans le monde que des joueurs. Ce sont vraiment, on va dire, les vrais méchants, comme dirait l'autre, de l'univers de Polaris. Bon, il y en a d'autres des méchants en fait, mais c'est celui, en tout cas, qui sert de méchant, on va dire, désigné et auto-désigné et utile dans l'univers, puisque voilà, leur société est vraiment abominable, voilà, complètement patriarcale, militariste, fascisante, voire même fasciste tout court, voilà, avec, on va dire, de l'eugénisme à tous les niveaux, de l'élitisme, on va dire, poussé à son paroxysme, mais une société parfaite, évidemment, selon leur dire, mais en tout cas, voilà, qui risque, à cause, on va dire, de leur plan, et aussi de leurs secrets, puisqu'il y a les secrets qui sont évidemment les secrets d'hégémonie qui sont révélés là-dedans. Pourquoi ont-ils une telle technologie? Pourquoi sont-ils aussi méchants? On le sait parce que c'est décrit
dans ce supplément, et je n'en dirai pas plus. Mais bon, vous pouvez forcément vous en douter que c'est pas très clair. Hein. Ils ont quand même acquis certaines technologies, ils l'ont pas fait, il y a eu des contreparties, on va dire. Et c'est pas celle de basculer dans le côté obscur. Mais bon. Donc voilà, un supplément très très intéressant de la première édition et qui va être tout aussi intéressant dans la troisième. Ligue Rouge, donc celui-là est sorti pour la deuxième édition déjà. Là, on est déjà un peu plus dans les suppléments de la deuxième édition. Oui, c'est déjà plus. Comment dire. Hégémonie aussi est un supplément de la deuxième édition. Donc les rouges, la description de l'autre force militaire, un peu plus, on va dire, révolutionnaire, populaire, tout ce que vous voulez, on va dire en surface, c'est le cas de le dire. Mais en fait, non, voilà, on a affaire quand même à une société elle-même extrêmement militariste, mais au moins elle n'est pas gérée par une société élitiste, elle est gérée par, on va dire, une sorte de dictature du peuple, quoi. Voilà, donc on a quand même affaire à quelque chose d'extrêmement intéressant aussi. Et surtout, voilà, on a les deux protagonistes principaux en deux suppléments qui vont, on va dire, faire le jeu au niveau de la situation politique de l'univers de Polaris. Donc 112 pages pour nous décrire l'essentiel de cette nation, de ce grand acteur, on va dire. L'encyclopédie océanographique, qui elle est sortie aussi pour la deuxième édition, 99. Voilà, on est vraiment dans toute cette gamme fin des années 90, hein, c'est de 97 à 99 environ. Ah si, il y en a un dernier qui est sorti en 2002, mais c'était vraiment le dernier de la gamme. Et donc, on l'a, comment dire, celui-ci décrit purement et simplement en fait toutes les créatures marines. Hein. Voilà, donc en 90 pages, on a vraiment toutes les créatures marines. C'est comme un bestiaire en fait, hein, comme un manuel de monstres. Donc là, c'est si vraiment vous avez besoin. C'est pas la chose la plus indispensable de l'univers, mais bon, ça permet, on va dire, de peupler de manière logique vos fonds marins avec justement des créatures marines spécifiques à l'univers de Polaris. Avec à chaque fois une petite histoire. Vous pouvez créer très largement des scénarios un peu voilà, à la Alien, voilà, chasse aux monstres. Bon, on peut refaire évidemment plein de petites choses à ce niveau. Pour égayer comment dire, vos tables de jeu en utilisant on va dire plus voilà, l'aspect monstre marin plutôt que l'aspect politique ou militaire. Le supplément surface, donc le premier, donc surface lui date de 99. On a un supplément donc de 110 pages qui nous décrit enfin donc les certains secrets de la surface. Donc que se passe-t-il à la surface? Est-ce qu'on va envoyer nos PG à la surface? Je dirais, moi, ça va être difficile hein, parce que si l'humanité a préféré aller dans les fonds marins et on sait déjà à quel point ils en chient, croyez-moi que c'est qu'à la surface, ça doit quand même pas être terrible. Et ben, c'est pas terrible en effet. Bon, après, il y a des possibilités de pont parce que donc ils ont des stations évidemment, certaines nations à la surface pour pouvoir avoir encore des liens évidemment parce qu'il y a eu évidemment de la conquête spatiale, donc il y a des stations spatiales, on va dire, plus ou moins lointaines, avec qui certaines nations ont encore des contacts. Je ne vous révèle pas un vrai secret, de toute façon on le sait un petit peu, mais ça reste, on va dire, plutôt confidentiel. Donc on nous décrit les différentes factions, les différents enjeux par rapport à la surface, comment les gens arrivent à survivre, les mutations, les grosses bêtes, encore plus grosses et plus dangereuses que celles que vous avez pu voir dans dans le manuel précédent, celui-ci. Voilà. Donc quelque chose de, en tout cas, voilà, ça c'est, on va dire, vraiment optionnel. C'est si vous voulez développer cet aspect. C'est là que je me dis qu'il y a un supplément, c'est bizarre, j'étais sûr de l'avoir et pourtant je ne l'ai pas. Et donc Gaïa, la seule et unique campagne, donc écrite justement par Julien Blondel, j'en avais parlé avec lui hein, justement à l'époque, une campagne donc de 78 pages. C'est concis mais c'est bien fait. Ça vous permet vraiment de découvrir plein d'aspects comment dire, de l'univers de jeu dans une campagne, on va dire, avec à la fois du mystère, de l'enquête, mais aussi de l'action. Non, on a vraiment voilà, une petite campagne que j'aurais bien aimé pouvoir jouer, mais à la lecture,
J'y avais pris énormément en tout cas de plaisir, mais j'ai jamais pu transformer l'essai dans la mesure où voilà, jouer à Polaris, comme je vous l'ai dit, c'est pas évident tous les jours, dirait l'autre. Alors après pour les suppléments que j'ai omis, il y a donc Volcania 3, mais je crois que le supplément en question n'existe qu'en version numérique, c'est pour ça, donc ça va être un peu plus compliqué de vous le montrer. Mais il y a donc un supplément donc sur Volcania 3 qui, pour le citer, voilà, supplément de 91 pages pour la deuxième édition, donc est paru en fait après la fin en fait des éditions de Halloween Project, et donc nous décrit donc la cité justement de Volcania 3 tout simplement, avec voilà, tous les aspects les différentes choses que l'on peut tirer, on va dire, de ce lieu en termes d'idées de scénario, etc. Hein, suite à la description, il n'y a pas de scénario à proprement parler, mais on nous décrit en fait une cité complète en fait. Voilà. Donc eh ben, on va pouvoir passer à la troisième édition, la fameuse troisième édition de Polaris que voici. Donc là, on a affaire à une édition donc revue et corrigée chez BBE, qui paraît donc à partir donc c'est pour ce qui est de la première de cette troisième édition, c'est en 2008. Et donc il y a une version, donc troisième version de luxe révisée donc en 2016. Et après, il y avait eu donc une souscription justement pour la parution des suppléments, de pas mal de suppléments de la gamme. Sachant que là, la gamme est terminée techniquement. Il y a vraiment tous les derniers suppléments qui sont sortis. Donc la gamme est finie à l'heure actuelle à laquelle je vous parle. Donc là, on a affaire à un supplément, à un livre de base vraiment très très beau, de très très bonne qualité. Donc là, voilà, si vraiment vous êtes tenté, comment dire, par cet univers de jeu, un vraiment gros bouquin de 400 pages qui donc est en couleur. Il y a même en plus comment s'appelle, des marque-pages qui avaient été faits hein, donc à l'occasion. Voilà, des marque-pages plutôt sympas, avec certes noir et blanc, mais normalement il y a quelques sections. J'avais souvenir qu'il y avait quelques sections en couleur à l'intérieur. Non, bon, je me suis trompé. C'est peut-être dans quelques-uns des autres suppléments où il y a des pages en couleur. Donc là, ça reste touffu en termes de système de jeu, mais je trouve que le système de résolution a été revu pour être beaucoup plus facile d'emploi. Donc là, voilà, vous avez une carac sur 20, ou un talent ou une compétence sur 20, et vous devez faire en dessous avec un D20. C'est quand même beaucoup plus facile à exploiter. Et là, vraiment, on a une édition, je trouve, quand même beaucoup plus aboutie, évidemment. Alors, autant j'aimais bien les illustrations, il y en a pas mal qui ont été reprises, mais il y a des nouvelles illustrations, surtout au niveau des personnages, où je trouve que c'est pas super réussi. Ça fait trop caricatural. Ça, c'est vraiment dans le livre de base. Hein. Dans les suppléments, après, je trouve que le niveau, au niveau des illustrations, est beaucoup plus intéressant. Voilà. Bon, certains en jugeront, mais moi, je trouve pas ça extraordinaire. Ça passe. Mais voilà, il y a un style un peu plus BD, je trouve, qui du coup passe un peu moins bien quand même voilà. Mais au moins on a un dessin, un portrait de chacun des grands PNJ justement du monde. Voilà. Donc, tous les PNJ sont décrits. Donc on a une grosse description de l'univers qui nous est proposé. Donc là on va encore donc jusqu'à 569. Hein, donc on reste, on va dire, dans le contexte décrit dans la deuxième édition pour commencer le jeu en troisième. Voilà. Donc ça c'est dit, sachant que j'ai oublié de le dire, mais il y a d'autres romans qui viennent de sortir pour Polaris. Les anciens romans ont été réédités, parce que donc, du temps d'Halloween Concept, il y avait eu 3 romans. D'ailleurs, j'avais eu énormément de mal à les avoir. À l'époque, je les avais commandés, j'avais eu énormément de bol parce qu'ils m'ont été livrés vraiment un peu en vrac, si je puis dire, par la poste. C'est un souvenir assez traumatisant pour que je puisse vous en parler. Et donc là, ils ont été réédités, vraiment de belles éditions. Donc, si vous voulez vraiment aussi vous faire un avis sur l'univers de jeu, acheter la première trilogie et peut-être après les nouveaux romans qui viennent de sortir il y a de cela très peu de temps.
Donc, on a de la même manière toutes les factions qui nous sont décrites, l'historique du monde, évidemment, les spécificités du monde sous-marin, les villes sous-marines aussi. Donc, voilà, le fameux guide des profondeurs, comme je vous disais, même dans la deuxième édition, il était partiellement repris. Pas aussi, on va dire, avec une mise en page évidemment plus resserrée. Là, on a vraiment, on va dire, un bouquin déjà qui fait 400 pages, mais en plus qui est, voilà, c'est une petite police d'écriture et la mise en page est très dense. Je préfère le dire. On a vraiment un gros pavé, mais voilà. Ensuite, on a, comme je vous le disais, un livre 2 qui vous décrit toute la station Equinox. Donc là, on a, c'est sur combien de pages sur donc de la page 75 à 110. Donc voilà, vous avez quand même une description plutôt exhaustive sur 35 pages de la cité Equinox qui ne remplace pas vraiment en fait le supplément complet, mais qui est déjà très suffisante pour pouvoir commencer. Surtout que, comme je vous dis, c'est très dense. Après, on a la création de personnages que je vous avoue, je n'ai pas testé en troisième édition. J'ai pris des pré-tirés. Il y a des pré-tirés qui sont très très bien dans les suppléments. Donc, j'ai pas testé parce que j'avais tellement des souvenirs, on va dire cauchemardesques de la création de personnages de la deuxième édition que j'ai préféré passer mon tour. Donc là, on a quand même un nouveau système en plus avec des avantages, avec des points, donc des points de personnages à dépenser, puisque donc c'est vraiment un système à dépense de points hein, qui nous est proposé dans celle-ci. Ah oui, il y avait bien un cahier couleur, j'avais pas rêvé, pour donc les archétypes justement qui sont bien faits. Voilà, vous avez un cahier couleur dans le chapitre de création de personnages. Et donc là, les illustrations sont plutôt réussies. Voilà. Donc, je vous les montre d'ailleurs, parce que c'est très beau. Et ça, j'avais pas rêvé quoi, je me suis dit, oh, c'est bizarre, j'étais persuadé qu'il y avait des illustrations couleurs dans le bouquin, et je les retrouvais pas. Donc voilà, culte du trident, pirate, voilà, on retrouve quand même tous les archétypes assez classiques, le technicien, le soldat d'élite, l'enquêteur, le, le techno-hybride, qui est vraiment dégueulasse. Voilà, on va dire il est beaucoup plus intéressant en termes de design dans la troisième édition plutôt que dans la deuxième. Dans la deuxième, il avait vraiment l'air de quelque chose d'assez étrange. Donc on a toujours, on va dire, les tables aléatoires malgré tout. Là, je pense que normalement, ils ont revu la chose pour qu'on n'ait pas à mourir pendant la création de personnages, ou alors d'être tellement amputé, handicapé que franchement, on commence avec un perso, c'est vraiment n'importe quoi. On désigne quand même ses avantages professionnels, ses ennemis, relations à l'adversaire. Le personnage quand même commence et est très complet, mais ça vous oblige, on va dire, voilà, il y a au moins une création de personnage pour quelqu'un de tout seul. Je pense que voilà, ça nécessite au moins 2 heures minimum. Sachant que 2 heures, c'est le temps que je mets moi tout seul pour faire un personnage Rollmaster. Donc pour vous dire, voilà, mais avec, on va dire, 15 ans d'expérience du système. Donc voilà, sachant qu'on mettra quand même plus de temps à faire un personnage Shadowrun quand même, hein, à cause de l'équipement, vous le savez bien. Mais voilà, ça n'en reste pas moins que ça fait partie des systèmes de jeu où la création de perso, voilà, c'est un moment unique en son genre. Et donc la faire par contre en groupe, en session 0, même pas en rêve. C'est pour ça préférer les pré-tirés. Certes, c'est moins personnalisé, mais bon, ils sont vraiment bien faits et il y en a énormément. Il y en a dans le livre de base de la troisième, mais il y en a aussi dans les suppléments et ils sont vraiment très intéressants. Donc après, on a toutes les règles spécifiques, voilà, les grenades, l'aggravation des blessures, les maladies et les poisons, les irradiations, voilà, tout est vu hein, et revu. La fameuse force Polaris, donc avec les pouvoirs de la force Polaris. Le chapitre sur la technologie, qui est très très gros lui aussi, même plus gros que celui, on va dire, que celui de la cité Equinox. Ouais, à peu près. Ouais, il y en a pour 50 pages. Voilà. Après, il y a encore les armures, j'ai oublié, donc c'est après le chapitre technologie. Donc, sur, on va dire, vraiment tout ce qui est aspect théorique sur la technologie voilà, et application, on a donc ensuite justement tout le matériel qui nous est décrit, les véhicules et les armures dans un chapitre spécifique. Voilà, et ça, il y en a pareil.
Après, on a aussi donc, le fameux chapitre sur les créatures marines, qui sera malgré tout complété dans un supplément dédié. Les différentes feuilles de personnages. Donc voilà, la feuille de personnage que je vous montre à quoi elle ressemble en troisième édition. La voici. C'est sobre, on va dire. Mais je trouve en tout cas que le système est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, on va dire, gérable dans cette édition. Et j'ai oublié, il y a un scénario, voilà, il y a un scénario qui est proposé. Espionnage industriel s'appelle-t-il. 1, 2, 3 pages quand même. Juste un scénario de 3 pages. Bon. Trouver les scénarios Polaris, c'est quand même pas compliqué. Donc je pense que il y en a eu pas mal qui ont été édités ça et là, donc on peut voir d'ailleurs même par exemple dans Backstab, hein, puisque j'avais fait une revue durant plusieurs lives, où il y avait énormément de scénarios qui sont retrouvables assez facilement. Alors, Polaris, il y avait eu 2 écrans, voilà, donc j'ai les 2 écrans évidemment, là par contre, donc il y avait évidemment, c'était l'époque, un dossier de personnage aussi qui était paru, donc pour 2 €, vous aviez le résumé des règles, de l'univers, la présentation brève de l'univers et une feuille de personnage. Voilà, c'était 2 € pour 2 €, c'est quand même plutôt pas mal. L'écran était donc avec comment dire, un fascicule de combien de pages, de 16 pages, où vous aviez, c'était les errata et les tableaux. Ah, voilà, donc vous voyez déjà où le bas blessait, donc même déjà dans la troisième édition, il y avait pas mal de cagades, comme dirait l'autre, à gérer. Plus, il y avait donc une carte des profondeurs, voilà, qui était aussi dans le pack écran, hein, c'est d'après mes souvenirs. Voilà, carte A2 des fonds marins, c'est bien ça, ça faisait partie donc, du pack écran. Et donc il y a eu 2 versions de l'écran. Donc normalement la première version c'est celle-ci, voilà, qui est c'est pas la plus jolie hein, franchement, mais bon voilà, c'est l'écran première version. Voilà. Et ils en ont fait une deuxième qui elle est beaucoup plus jolie, alors vraiment beaucoup plus, qui est même plus représentative je trouve de l'univers de jeu quand on veut voilà, avec la vue sur la cité d'Equinox justement. Celui-là est vraiment magnifique. Là j'avoue que je préfère très largement celui-là. Je pense que vous en jugerez. Il y en a un qui est beaucoup plus sombre et l'autre qui est vraiment beaucoup plus, on va dire, expressif, en tout cas représentatif de l'univers. Et donc le fameux nouvel écran du MJ avait sa plaquette de présentation. Et on avait ensuite son lot de petites cartes justement qui étaient avec, qui représentaient en fait toutes les nations, les différentes nations. Voilà. Donc voilà, l'Union méditerranéenne par exemple. Je vous montre, hein, c'est donc des petites cartes en fait qui détaillent un peu plus chaque nation. Voilà. Toujours avec, comme nous sommes en colorimétrie, enfin en bleu, ça fout en l'air évidemment la caméra. C'est trop rigolo, j'adore ça. Donc ça c'est les 2 écrans, sachant que l'écran, le premier, ils sont où? Il y a un deuxième écran donc, qui est sorti en 2016 vraisemblablement. Et comment ils s'appellent les autres? J'arrive pas à retrouver. Écran du MJ 3ème édition, le premier ouais, en 2009, et donc il y a eu une réédition donc, quelques années plus tard, donc, en 2016 vraisemblablement, si je ne m'abuse. Probablement parce que déjà le premier écran était épuisé. Parce que le jeu, je pense, c'est quand même vendu hein, sur ce point. Voilà. Après, est-ce qu'il a été réellement joué quand les gens se sont aperçus de à quoi ils avaient affaire, même si vraiment, comme je vous dis, l'univers en vaut largement la chandelle, peut-être qu'ils ont un peu déchanté. Donc après, on a le supplément univers qui réunit donc dedans les suppléments Hégémonie, Ligue Rouge, Surface, Pirate et Volcania 3 justement. Donc là on a vraiment une compile. Ce supplément est vraiment indispensable quasiment hein, pour toute personne qui veut vraiment se lancer corps et âme, surtout âme,
Quoi qu'il va y laisser aussi des plumes pourquoi il n'y a pas de pagination dans les annexes? C'est pénible. Un supplément d'à peu près 400 pages, vous voyez, qui rassemble en fait tout ce que je vous ai quasiment montré, revu et corrigé par rapport à la gamme donc, de la première, deuxième édition. Donc du lourd et de l'indispensable si vous voulez évidemment vous lancer correctement dans Polaris. Voilà, le supplément créature, donc c'est la fameuse encyclopédie océanographique revue et corrigée elle aussi. On a un plus gros supplément de 232 pages, voilà, avec plein de choses, plein d'idées. Vraiment, voilà, moi j'ai eu énormément d'idées rien qu'en le feuilletant, qu'en regardant certaines créatures. C'est en noir et blanc encore, hein, avec des illustrations. Voilà, ça passe. Moi, il y en a certaines qui sont quand même vachement sombres. On tire pas vraiment parti du talent, comment dire, de celui qui a fait les illustrations. Je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est tout. Malgré tout, y a de quoi faire là-dedans. Évidemment, c'était impossible de passer à côté le fameux guide technique, où donc là, bah, et en plus il est lourd, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. C'est parce qu'il est en papier, il est en papier glacé. Donc sur certains aspects, donc il est plus lourd. On sent qu'il est plus dense. Donc un supplément de 300, quasiment 30 pages, où donc on va avoir encore la description de l'équipement, du matériel lourd, des armures, des véhicules, des robots et androïdes, etc., etc., plus les règles attenantes. Voilà, moi je l'ai pour la gamme, hein, franchement, mais ça devient un peu lourdingue. On n'en jetait plus, quoi. Voilà. Mais si vraiment c'est votre truc, vous, et que vous voulez avoir de la précision, de la vraisemblance, du réalisme, du simulationnisme sur tout ce qui est l'aspect matériel, eh ben, ce guide-là, vous serez très content de l'avoir chez vous. Le recueil de scénarios, ça c'était une bonne idée quand même au moins d'avoir mis un petit recueil de scénarios. Bon, alors le recueil de scénarios lui par contre n'est pas extrêmement lourd, hein, il fait quand même que 125 pages. Donc voilà, on a les ombres d'équinoxe, le navire fantôme, le Chantal, Cortex, Murmure, Iter Horribilis. Donc ce sont des rééditions évidemment de scénarios qui étaient parus justement dans Backstab pour la plupart, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou dans la gamme. Et les titres me disent quelque chose. Voilà, mais là, pour la plupart, en effet, c'est des scénarios classiques qui ont été revus et qui ont été donc remis dans un supplément unique, voilà, avec une illustration de couverture que je trouve plutôt réussie. Voilà. Après, donc on a les autres suppléments de nations. Donc comme je vous disais, la République de Corail, que moi j'ai trouvé très 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 sympathique à la lecture. Donc ça, on ne l'avait pas dans la précédente édition. Donc c'est plutôt bien. Donc un supplément de 160 pages avec donc voilà la carte, la fameuse carte. Alors les cartes, elles sont on va dire dans l'ambiance du jeu, mais je trouve qu'au niveau de la facilité de lecture, ça fait vraiment pixelisé. On se croirait avec des vieilles cartes du démineur des années 80-90. Ça fait un peu étrange, mais c'est dans le ton du jeu, donc ça peut passer. Là, quand on a plus affaire à des cartes géographiques, c'est quand même beaucoup mieux. Mais quand on a voilà, ce genre on va dire de colorimétrie avec des points et compagnie, ouais, on a vraiment l'impression d'être sous une vieille version de Windows avec des images pixelisées dégueulasses. Ça fait un peu cet effet-là. Mais bon, à la limite, on peut peut-être, voilà, ça peut peut-être se comprendre. Donc en tout cas, un supplément extrêmement intéressant si vous voulez développer justement les aspects donc, de la République de Corail. Alors où sont les archétypes de personnages? Les voilà, si ceux-là je les avais fait tous quasiment. Voilà, personnages prétirés. Donc comme vous voyez, vous avez plein de personnages prétirés dans chacun des qui sont vraiment très intéressants dans chacun de ces suppléments. Voilà, donc vraiment des choses très diverses, liées souvent, on va dire évidemment, aux suppléments dont ils sont issus. Donc voilà, là il y en a 6 par exemple, et en tout cas, celui-là, il est très très bon. L'Alliance polaire que j'aime beaucoup aussi, et pas seulement parce que le chef s'appelle Alexandre, mais parce que vraiment il y a du potentiel, comment dire, dans cette nation. Voilà, il y a de très très bonnes idées. C'est très à la fois très mystérieux et il y a énormément de. Bon, je dirais c'est aussi un petit peu injouable
très difficilement praticable en termes de nation. Si vous voulez aller la visiter, c'est pas évident. C'est même extrêmement policé, devrait-on dire. Mais il y a pas mal on va dire, d'intrigues, d'interactions possibles avec malgré tout. Et ça peut demeurer malgré tout très intéressant. Voilà. Avec les illustrations en plus je trouve des portraits des personnages qui sont un peu plus intéressantes. Après, il y a eu donc la même chose, puisqu'on se poursuit dans les nations qui n'avaient pas été traitées dans les précédentes éditions, l'Union méditerranéenne en détail. Donc pareil, un supplément de 150 pages environ, 145 pages, voilà, avec toujours les fameuses cartes géographiques un peu pixelisées, du moins ambiance géographie, on va dire géographie un peu des années 80-90 par ordinateur, des archétypes de personnages aussi, et toute l'histoire évidemment de l'Union méditerranéenne, c'est, on va dire, spécificité en termes de technologie, évidemment de structure interne, de société, on va dire, spécifique, mais également, on va dire, voilà, toutes les interactions que vous pourrez avoir avec. Pareil, des suppléments intéressants. Moi, je les ai vraiment achetés avec plaisir et lus avec plaisir. Amazonia, donc voilà, aussi le petit nouveau, qui était l'un des derniers, c'est le dernier qui est sorti en fait. Supplément de contexte. Et là, on a donc une des nations qui n'avait pas non plus été traitée dans la première, deuxième édition, qui vous est livrée complètement avec, pareil, nouveaux archétypes, relations internationales, structure interne, etc. C'est le même modèle à chaque fois de toute façon. Et voilà, de quoi en tout cas enchanter vos joueurs s'ils n'en ont pas encore eu assez. Donc au total, la gamme, ça fait vraiment un univers qui est vraiment très très riche, très florissant, comme je vous l'avais dit. Voilà, et est-ce qu'il y a des archétypes dans celui-là? Je ne les retrouve pas, il doit bien d'en avoir quelque part, puisqu'il y en a normalement dans chaque, livre. Bon, là, je les retrouve pas, les archétypes. C'est-à-dire que dans celui-ci, c'est peut-être l'un des seuls où il n'y en a pas. Tant pis. Et le dernier, en fait, les deux étaient sortis en même temps, c'est donc le fameux livre noir, donc avec plein de petits secrets, plein de secrets. Donc des secrets sur le futur de l'univers de Polaris, toutes les intrigues en fait qui ont été développées au cours du jeu, à quoi on va arriver, des idées d'aventure, un guide, on va dire, des contextes pour l'évolution évidemment des factions et des relations entre les factions. Donc ça, c'est vraiment le supplément qui clôt la gamme et qui permet d'avoir une gamme complète et une gamme évolutive avec, ou possiblement il vous donne, là il y a des archétypes aussi qui sont proposés. Voilà, il y en a plein. Donc la gamme certes est close, mais au moins elle est complète et ils vous ont donné tout le matériel et tous les enjeux de l'univers et la manière dont il va évoluer selon la pensée, on va dire, selon ce que pensait l'auteur. C'est à vous maintenant de jouer, d'utiliser tout ça pour en faire une campagne intéressante. Et je pense que vous avez lieu de pouvoir faire une campagne très intéressante justement avec ce jeu. Voilà, je crois que j'ai fait quelque peu le tour. Je dois normalement n'avoir rien oublié. Comme je vous dis, donc il y a des romans en plus que je ne vous montre pas. Peut-être que je les montrerai plus dans un live. Ça sera plus logique. Et voilà, donc si ça vous a intéressé, si au moins la vidéo vous a permis de voir que le jeu n'était pas du tout pour vous, ça vous aura été utile également. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne, ça pourrait être sympa d'aider, à ce que je sois connu et surtout ce que notre communauté soit, on va dire, unis sous la même bannière des vieux jeux, qu'ils soient, on va dire, vieux et injouables ou nouveaux et injouables. Ou alors on va le jouer, on va dire, une séance et on va en avoir marre, ou on va s'apercevoir qu'il est injouable aussi. Bref, on joue comme on aime, on joue comme on veut, avec les gens que l'on veut, de la manière que l'on veut.
en proposant, on va dire, les histoires que l'on juge être les plus intéressantes pour donner, on va dire, du divertissement et du frisson à ses joueurs. L'univers de Polaris n'échappe pas, je pense, à la règle. Sa proposition est énorme, surtout en termes de système de jeu, mais aussi en termes d'univers. Mais elle est tout à fait intéressante. Bon, certes, c'est un jeu pour une certaine catégorie quand même, je dirais, de joueurs qui n'ont pas froid aux yeux eux-mêmes, que ce soit en termes de système de jeu, et même pour le MJ qui lui va avoir vraiment un boulot énorme d'intégrer l'univers et de digérer un système de jeu qui est quand même costaud. Donc voilà, abonnez-vous, laissez des commentaires si vous y avez joué, si vous avez été complètement dégoûté, ce que je peux comprendre. Moi j'ai été moi-même un petit peu quand même décontenancé, désappointé comme dirait Zorg, par un tel jeu, même si j'adore son univers et je ne désespère pas un jour de pouvoir peut-être en refaire. Même si j'ai tellement de jeux sur ma liste que franchement je crois que j'en ai pour plus qu'une ou deux vies supplémentaires en plus de la mienne pour avoir fait le tour peut-être de toute ma ludothèque. Donc voilà, c'était Magna Magister pour la grosse vidéo de la semaine sur Polaris. Tenez-vous au courant, il y aura peut-être des choses qui viendront en plus, donc il y aura le live déjà, probablement un scénario express SF, pas Polaris mais sûrement SF. Et donc, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, c'est ça qui nous aide, nous tous en tant que communauté, et moi en tout cas qui me donne envie de continuer ce travail et de vous donner comment dire, ce contenu voilà, de manière plutôt cool, plutôt détendue, plutôt voilà, comme j'aime à vous le faire, voilà, sans fioriture, sans intellectualisme. Le but c'est vraiment voilà, de vous dire si ce jeu peut vous intéresser ou pas. Ça a toujours été, on va dire, la politique de la chaîne. Je suis pas là pour critiquer, je suis pas là pour faire de la, on va dire, de la pub aussi bien bonne que mauvaise. Je vous dis les choses telles qu'elles sont pour moi, de la manière la plus subjective qui soit, parce que voilà, je reste un être humain. Mais je pense à chaque fois pouvoir trouver les qualités de chaque jeu et de pouvoir vous les proposer et surtout de vous dire si vous ça va vous plaire ou pas. Et c'est ça qui est important parce que voilà, si vous avez besoin de, on va dire, d'aide et de conseils, au moins si mon aide et mes conseils vous servent à savoir si un jeu est fait pour vous ou pas, au moins j'aurai gagné ma journée. Voilà, et vous jouerez avec plaisir. Magna Magister, en direct de la bibliothèque. Bonne semaine à vous, à bientôt.